Pour les causes du côlon irritable, il y a souvent une histoire familiale. Donc, il y a souvent une histoire de ma mère avait le côlon irritable ou mon frère. Donc, ça court souvent dans les familles, mais on n'a pas vraiment identifié beaucoup de mutations génétiques pour expliquer ceci. Donc, c'est quand même assez rare qu'il y ait des mutations qui donnent le côlon irritable et c'est souvent seulement noté en termes de recherche. Un peu plus fréquemment, quand même, c'est le côlon irritable qui développe après une grosse infection gastro-intestinale. Donc, on va au restaurant et on mange quelque chose, puis là, on développe la diarrhée, des nausées, des vomissements, et le côlon irritable semble persister après ceci. Même parfois, quand on va en vacances, on attrape un parasite ou on attrape une infection pendant qu'on voyage. Ceci, c'est souvent associé avec le côlon irritable. Donc, à peu près 15 à 20 des patients avec le côlon irritable notent une infection dans le passé. C'est peut-être même plus fréquemment que ça, mais on note à peu près 15 à 20 dans les recherches. Au niveau du microbiome, on note des différences au niveau des patients qui souffrent du côlon irritable et ceux qui ne souffrent pas du côlon irritable. Donc, des patients en santé ont quand même plus de bactéries, de bonnes bactéries quand on analyse les selles des patients avec le côlon irritable. Et on note des produits de fermentation qui sont augmentés au niveau des patients qui souffrent du côlon irritable. Donc, on appelle ceci des acides gras qui sont des produits de fermentation. Et puis, ces produits de fermentation ici vont venir une fois qu'on va manger des fibres solubles ou ben donc des hydrates de carbone ou des sucres assez, tu sais, assez combinés, assez denses. Quand on va manger des fibres solubles et des hydrates de carbone assez denses, ça va migrer à travers le petit intestin, puis ça va arriver au niveau du côlon. Les bactéries au niveau du côlon vont fermenter et manger ces sucres ici et faire des produits de fermentation. Et les patients qui souffrent du côlon irritable semblent avoir des produits de fermentation qui sont augmentés par rapport à des patients en santé. Il y a aussi eu de la recherche au niveau des biopsies faites au niveau de la muqueuse et il y a eu des examens faits avec des endoscopies au niveau de tout l'intestin et on a fait des aspirations au niveau des sécrétions et on a fait des cultures et on a noté que les patients qui souffrent du côlon irritable semblent avoir une augmentation au niveau des bactéries et un changement au niveau de la qualité des bactéries. Donc, des bactéries qui vont faire plus de toxines, qui vont faire plus de gaz, qui vont faire plus de produits qui ne sont pas nécessairement bons pour nous. Les patients qui souffrent du côlon irritable donc, ont plus de ces bactéries-là et un changement au niveau de la qualité des bactéries. Donc, un changement de les bonnes bactéries vers les mauvaises bactéries au niveau du petit intestin. Donc, on note au niveau du microbiome, on a un changement au niveau du petit intestin et on a aussi noté des changements au niveau du gros intestin, le côlon. Souvent, on fait l'association entre les maladies, les symptômes psychiatriques et le côlon irritable au niveau de l'anxiété, la dépression et il y a même la fibromyalgie et la fatigue chronique. Et il y a un gros pourcentage de patients qui souffrent du côlon irritable qui notent qu'ils ont eu des symptômes au niveau de l'intestin avant les symptômes au niveau de psychiatrique. Donc, on note maintenant que les symptômes psychiatriques, ce n'est pas nécessairement ce qui a causé le syndrome du côlon irritable, mais c'est souvent associé. Mais le côlon irritable semble, dans une grosse majorité des cas, être présent avant les symptômes psychiatriques.